Bonjour à tous, merci d'être là si nombreux, j'espère que vous êtes bien installés. Juste un petit mot pour remettre la rencontre de cet après-midi dans son contexte. Donc la rencontre fait partie d'un projet plus large qui s'appelle Intimité numérique, qui est développé par Elisabeth, ici présente, avec le soutien de l'ASBL Voix de Femmes. Et qui en fait a débuté l'année dernière à l'occasion du Liège Webfest, où chaque année Voix de Femmes remet un prix coup de cœur, qui est allé à Elisabeth, qui a reçu une carte blanche à développer avec nous, et qui a décidé de la consacrer aux intimités numériques, donc à savoir l'influence des nouveaux médias, d'Internet, etc., sur la vie affective et sexuelle de tout un chacun. Donc ça a débuté il y a quelques semaines avec la création du dispositif interactif, le Lovebot, qui est là-bas, que vous avez peut-être déjà essayé ou que vous pourrez essayer ensuite. Il y a cette rencontre aujourd'hui et ça se poursuivra sur le début de la saison 2017 avec d'autres activités dont on vous tiendra au courant au fur et à mesure, a priori un cycle d'ateliers et un projet de web documentaire. Vous pouvez suivre tout ça sur le site de Voix de Femmes. Voilà. Je me permets de faire les remerciements de vigueur. Donc en fait, Intimité numérique s'inscrit dans la saison des cultures numériques et dans Contrebande, qui se clôture le 11 novembre et où vous pourrez découvrir ou redécouvrir le Lovebot. Après des petits merci, un tout spécial au Point Culture pour l'accueil, et puis à la ville de Liège, province de Liège, Creative Wallonia et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, Flo a en quelque sorte un peu spoilé ce que j'avais préparé. Mais maintenant, je peux peut-être aller un peu plus dans le vif du sujet. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler intimité numérique ? Parce que ça correspond pas mal à mes parcours académiques, professionnels et aussi individuels, dans le sens où je m'inscris vraiment dans la démarche de l'éducation permanente et de l'éducation aux médias. Et d'un point de vue plus personnel maintenant, parce que je pense pouvoir dire que j'ai vraiment grandi avec le web. Ça va être la partie où je vais vous parler un peu de ma vie et ça va être un peu malaisant pour tout le monde, mais c'est comme ça que j'avais pensé le truc. Donc en gros, quand j'avais environ 5 ans, j'ai demandé à mon père de m'acheter un petit piano électrique et il est revenu à la maison avec un ordinateur, ce qui a du coup eu une incidence assez particulière sur ma vie, puisque plutôt qu'être au Liège Webfest, j'aurais pu être ailleurs aujourd'hui. Mais le fait est qu'il était très geek, etc. Il m'a initié assez tôt à la programmation, au code, chose que j'apprécie beaucoup et qui me sert toujours aujourd'hui. Mais pour moi, l'intérêt d'avoir eu un ordinateur à la maison, c'est que j'ai grandi dans un village où j'avais pas beaucoup l'occasion de sortir ni de rencontrer des personnes. Et que le web, ça a été vraiment pour moi une fenêtre vers l'extérieur. Il n'y avait pas encore la DSL à ce moment-là, donc c'était une fenêtre qui se fermait et s'ouvrait assez rapidement au quotidien, mais le fait était là que je pouvais rencontrer des personnes et voir un peu autre chose que ce que j'avais autour de moi, on va dire, de manière hors ligne. Et rapidement, surtout, ça a été une manière de dialoguer avec des garçons. Donc voilà, il y a eu... évidemment, tout ça s'est passé sur les chats. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui sont là aussi, donc c'était Caramel, les genres de trucs-là. Je vous laisse m'imaginer à 12 ans, mon premier rendez-vous Caramel, donc ça se passait au shopping de Woluwe. Accompagnée de ma cousine dans une ambiance assez sordide, sous néon, etc., avec un garçon dont le pseudo était Pat Folle. Et c'était pas terrible du tout. Mais pour moi, c'était pas tant le résultat qui m'intéressait, mais plutôt la possibilité que j'avais de pouvoir tester un peu ces espèces de proto-techniques de séduction, voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Et à ce moment-là, j'avais aussi une idée très précise de ce qu'était un garçon, de ce qu'était une fille et de ce que chacun attendait ou devait faire. Et c'était des discours très normatifs,
qui était sans aucun doute hérité de d'un tas d'autres sources, dont les magazines, on va dire, spécialisés du genre Julie, 20 ans, et ce genre de trucs-là. J'ai un exemple précis en tête du genre, est-ce que je dois fermer mes yeux, ouvrir mes yeux quand on fait l'amour? Et genre, il y avait toute une réponse par rapport à ça, et c'était hyper technique, et je me disais, ok, donc il faut que je me rappelle que machin. Et donc du coup, quand j'ai eu 20 ans, justement, j'ai commencé à avoir un chemin de pensée un peu différent. Et ce chemin de pensée, il s'est vraiment synchronisé avec le développement la démocratisation, on va dire, des réseaux sociaux. Et ça a fait que j'ai commencé à dialoguer avec des femmes qui m'ont fait voir les choses autrement. On s'échangeait beaucoup de liens, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai dit coucou à Noémie parce que c'est une des personnes en question. Et donc, à un moment, en intégrant toutes ces communautés-là, en créant des communautés autour de moi, eh ben, j'ai eu vraiment cette impression-là. Je pense que certains comprendront l'image de choisir la pilule rouge et d'un moment de voir le monde complètement différemment de la manière dont je l'avais vu jusqu'à présent. Et voilà. Et donc, je pense que le web, dans tout ça, a eu un intérêt, a eu un apport certain dans mon parcours à moi. Et c'est de ça que j'avais envie de parler avec Intimité numérique. Et c'est ça que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est de créer une communauté qui soit un petit peu éphémère ou pas, mais qu'on puisse donc réfléchir ensemble à la manière dont le web, nos pratiques du numérique en tout cas, influencent nos représentations du genre, nos représentations de la sexualité, nos représentations de l'amour, la manière dont on envisage le couple, etc. Et à contrario, comment est-ce que les représentations qu'on a de toutes ces sphères-là modèlent en fait le web et nos expériences sur le web. Et donc, je sais que c'est une très mauvaise manière de dire les choses, mais faire de la modération, c'est pas mon truc d'habitude. J'ai pas l'habitude d'être comme ça sur scène avec un micro. Je préférais être plutôt derrière des écrans. Mais tout ça pour vous dire que ce que j'attends de vous, c'est que vous soyez aussi participatif, qu'il y ait de l'interaction, que vous réagissiez, évidemment de manière polie et civique, c'est sans dire. Vous avez trouvé des petits poètes comme ça sur vos... on appelle ça des sans-gênes, j'ai découvert ça aujourd'hui, sur vos sièges. On va faire un petit jeu, ça va être une manière un peu de briser la glace. Mais avant ça, je vais demander donc à mon fantastique panel de se présenter et d'expliquer un peu en quoi Intimité numérique fait écho et ce qu'elles vont apporter aujourd'hui à la réflexion. Bonjour, alors moi c'est Cordélia et j'officie sous le pseudonyme Mademoiselle Cordélia depuis environ 3 ans sur Internet. Je suis écrivain, je tiens un blog sur l'écriture et depuis 1 an ou 2, je suis très engagée sur tout ce qu'est le militantisme LGBT, donc lesbienne, gay, bi et trans. J'ai notamment été j'ai été dans une association LGBT où j'ai été coprésident et j'ai géré toute la partie éducation où on allait dans les collèges et dans les lycées pour parler aux élèves d'Île-de-France de ce que c'était qu'être homosexuel, ce que c'était qu'être bi et trans, etc. Et il se trouve qu'il y a eu un moment de ma vie où j'ai fait de l'alternance, j'ai commencé à travailler et du coup j'avais plus ce temps pour aller sur le terrain dans les lycées pour parler aux jeunes. Donc je me suis dit, enfin aux autres jeunes comme moi, hein, je sais pas. Et donc je me suis dit comment je peux faire pour continuer ce travail que j'estime important. Et comme j'étais déjà sur Internet, je me suis dit je vais faire une chaîne YouTube sur le sujet. Donc ça s'appelle Princesse LGBT, orthographiée un peu bizarrement, mais bref, voilà. Et en gros, sur cette chaîne, je mets en scène 2 personnages, une fille et un garçon, qui parlent de sujets pour expliquer des points de vocabulaire ou répondre à des questions d'internautes, etc. Sur les sujets de la sexualité, du genre, de la manière la plus inclusive possible, je dirais. Mais bonjour, moi je suis Nathalie Grandjean, je suis chercheuse à l'Université de Namur, chercheuse
au départ en philosophie, mais aussi un peu en sociologie. Bon, c'était une espèce de continuum, pas forcément très défini. Et donc, je travaille depuis 10 ans dans un centre de recherche en informatique, droit et société, où on s'intéresse au numérique, inévitablement. Donc voilà, j'ai une série d'intérêts pour le numérique. Je me suis intéressée beaucoup à un moment à la thématique corps et technologie. Et alors, je fais aussi une thèse en philo sur Donna Haraway, qui est un peu celle qui a écrit le fameux Manifeste Cyborg, qui a inspiré beaucoup de cyberféministes. Et donc, ça peut dire que je suis aussi féministe. Et donc, toutes ces questions de genre m'intéressent beaucoup. Et j'essaie d'articuler le numérique et le féminisme dans mes travaux. Voilà, donc je serai là un peu pour faire la scientifique de service. Mais vous pouvez me contredire, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Marina Verland, je viens plutôt du milieu audiovisuel. Donc j'ai fait des études de cinéma, enfin d'histoire du cinéma et théorie du cinéma à l'université de Liège. Ensuite, j'ai bossé en production audiovisuelle traditionnelle, donc des films et des séries télévisées. Et puis j'ai fait un switch vers la production de projets audiovisuels numériques en 2012 en fondant une société de production numérique. J'ai aussi organisé pas mal de formations dans le domaine et un festival que vous connaissez, j'espère, qui s'appelle le Liège Webfest. Voilà, donc j'ai vraiment switché vers plutôt les nouvelles technologies appliquées à l'audiovisuel et à l'heure actuelle, je m'occupe des nouveaux médias, des web-séries, du gaming et de la réalité virtuelle au sein de Screen Brussels. Et je manage aussi la communauté VR bruxelloise. En parallèle à ça, je me suis toujours intéressée beaucoup à la position de la spectatrice dans l'audiovisuel parce qu'on sait que une grande majorité de films sont faits par des hommes pour des hommes. Et donc moi j'ai beaucoup réfléchi à la question plutôt de la spectatrice et comment on fait des films aussi pour des femmes. Et également à la représentation de la sexualité dans les films et dans la pornographie également. Voilà. Impressionnant. Alors, donc notre petit jeu, je ne sais pas si vous connaissez le principe du jeu « je n'ai jamais »,« j'ai jamais ». En gros, pour vous expliquer, par exemple, je dis « je n'ai jamais été au Liège Webfest ». Ben, si vous avez été au Liège Webfest, vous devez boire une gorgée d'alcool. Comme il est 4 heures encore, on a décidé de bypasser l'alcool et c'est pour ça que vous avez les petits poètes en question qui feront office de shot de vodka. Et donc du coup, on a fait une petite liste avec Marine. Je dis ça pour me dédouaner, pour dire que je n'étais pas seule là-dedans. On va vous dire les topics et donc du coup si vous avez fait les choses qu'on dit dans le topic, et ben vous soufflez dans le poète en gros. Nathalie va ensuite rassembler les données, mener des statistiques sur voilà, mais donc le but c'est d'être honnête pour qu'on puisse avoir une vraie idée de tout ça quoi. Donc, on va commencer par un simple. Je n'ai jamais créé de faux profil sur un site de rencontre. Ok. Toujours un petit peu dans le même topic. Je n'ai jamais couché avec quelqu'un dont je ne connaissais que le pseudo. Je n'ai jamais regardé de porno en public sur mon téléphone. En public, ça peut être dans les transports publics, par exemple, ou quelque chose comme ça. Je n'ai jamais organisé d'orgie avec mes Sims ou sur Second Life. Je n'ai jamais utilisé la fonction selfie de mon téléphone pour observer mon sexe. Bon, ça marche bien, c'est drôle. On a bien fait de le faire. On en fait encore quelques-uns. Allez, comme ça, on se chauffe. Je n'ai jamais envoyé de snap sexy, donc avec Snapchat. Je n'ai jamais poké mon crush. Qui comprend ce que ça veut dire? Et donc le POC, c'est sur Facebook la fonction qui permet juste de donner une alerte à une personne.
quelque chose comme si, voilà, ce serait un POC dans la vraie vie. Et je n'ai jamais cherché de tuto épilation intime. Ok, personne n'a jamais fait ça, il me semblait aussi. Donc, ok, on va commencer, on va rentrer dans les choses un peu plus sérieuses. Ça suffit maintenant, vous reposez. Et je vais vous faire voir une vidéo que j'ai trouvée ce matin. C'est pas parce que je fais les choses à la dernière minute, mais parce qu'elle était vraiment bien. Et puis après, on va réagir là-dessus, on va discuter. Am I ugly? I'm just a girl who wants to know where I stand. Hello. Hi. Hey, I've got a question. I have a question. So, people say I'm ugly. Tell me. Am I? Tell me. Am I ugly? I don't think I look very good. I just don't look pretty on photos. So I like to see how others see me, and being pretty means practically everything to me. I think ugly girls do get judged. Everyone else is just so much prettier than me, and if that's the case, then I must not be pretty because everyone else is better. She's flawless. I wish I looked I just like wish her. that I looked like that. She has flawless That's skin. what I'm a bit insecure. She has amazing hair. What shall I change about myself? Am I ugly? You do amazing makeup. I feel pretty, oh so pretty. Everybody expects you to look amazing. What can I change about myself? Do you like me now? Do you look me better now? I like people better when I think they're beautiful because, I don't know, I just do. I don't think I look very good. What can I improve? Beautiful is celebrities. Beautiful is makeup and hair and everything that goes with that. I just want to be perfect. Is there not anything I can improve? I'd love to look like Kylie Jenner. I didn't think she looked very pretty before when she had really thin lips, but now that she's like filled them in, I think she's just perfect. I think she's so much better than me. No imperfections. I'd love to look like her. I think natural beauty can like become secondary than a fake beauty. It's not about what's on the inside. It's what everyone else thinks that really matters. It makes me feel good about myself when I'm fake, and sometimes I'm also trying to impress the popular girls so they like accept me for not who I am but for what I make out to be. Am I pretty? Am I pretty now? Am I ugly? This really means a lot. This really means a lot. Can I just get a 1 to 10 rating? I want to be perfect. Follow me on Instagram. Just comment Thanks if you for think I'm commenting. pretty Like and subscribe. or ugly. Du coup, voilà, ça coupe en fait un peu l'herbe sous le pied au discours très technophile que j'ai fait juste avant. Mais on fait souvent cette opposition entre les médias traditionnels qui seraient des médias très mainstream, très normatif, et le web qui serait une porte ouverte à la diversité, au discours, on va dire, alternatif. J'ai envie de poser la question à Nathalie, est-ce qu'on peut dire que les choses sont aussi radicales ? Ben, non, évidemment. Moi, je pense que ce qu'on voit quand même en étant sociologue du numérique, philosophe du numérique, je ne sais pas tout comment on peut dire ça, mais c'est que il n'est pas question... il n'y a pas l'idée qu'il y a deux mondes, qu'il y a le monde réel et qu'il y a le monde virtuel, et que ces deux mondes seraient séparés, etc. Bon, c'est effectivement deux mondes, mais c'est un monde ce sont des mondes qui s'entrecroisent et qui sont, en fait, finalement, des poches dans un même monde, je dirais. Voilà, on habite dans un monde commun, et le monde numérique fait partie de notre monde commun. Alors, à savoir si le monde virtuel est un monde qui offre plus de liberté, sans doute, et en même temps, c'est un monde aussi qui reproduit les injonctions normatives, notamment liées au genre, mais à d'autres types d'injonctions normatives de tout poil, je dirais. Donc, voilà, je pense on peut plus voir les choses dans l'idée qu'il y a un monde virtuel qui serait à part. Et donc, on pourrait à un moment on pourrait fermer la porte du monde virtuel et se dire qu'en fait, ce monde,
Il suffit de pas y aller pour ne pas être pris dans les affres de ce monde-là. Ce monde virtuel, maintenant, il est entrecroisé avec notre monde réel. Et donc, il y a quelque chose, une recomposition de notre compréhension qui doit s'opérer, si vous voulez. Bon, voilà, c'est un peu c'est ce que je dirais comme ça spontanément. Et toi, Cordélia, du coup, on pourrait dire quand même que ta chaîne YouTube, c'est justement une bulle qui met en avant la diversité sur YouTube, etc. Comment est-ce que tu envisages cette question-là? Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, Internet permet de se créer des espaces qui vont être différents en fait de ceux qu'on peut trouver IRL. Et ça peut être effectivement un espace dans lequel on va remettre en cause les normes de genre, les normes de sexualité, etc. Ou les normes de tout ce que vous voulez en fait. Malheureusement, effectivement, Internet et le numérique de manière générale, c'est les mêmes gens qui sont dans la vie IRL et on retrouve et au final, petit à petit, malgré tout ce qu'on essaye de faire, on reproduit les mêmes schémas et on se retrouve confronté aux mêmes problèmes et notamment aux mêmes oppressions qu'on trouve IRL. Je veux dire, par exemple sur ma chaîne, donc qui pourrait être dit comme un espace, voilà, où les gens, notamment lesbiennes, gays, trans, peuvent s'exprimer, etc. Il n'en demeure pas moins que le contenu il est accessible pour tout le monde et y compris à tous les comment dire ça poliment je sais pas tous les personnes qui n'ont pas compris et qui vont déverser leur haine dans les commentaires et que je supprime jour après jour et qui vont créer ensuite des topics sur divers forums pour en gros dire qu'il faut me brûler ou me violer, me tuer, enfin voilà, des choses charmantes comme ça. Donc effectivement, même si le numérique est une possibilité pour notamment des minorités silenciées qui IRL doivent fermer leur gueule, c'est une possibilité pour elles de s'exprimer, mais c'est là aussi que la violence se déchaîne et on peut pas faire de séparation nette en fait entre ce qui se passerait IRL, même si j'aime pas du tout ce terme, je préfère AFK parce que c'est loin du clavier. Ah oui, IRL, donc in real life, donc dans la vie réelle, et AFK, ce serait away from keyboard, donc loin du clavier. Donc je préfère loin du clavier. Il y a vraiment une distinction, ça rejoint vraiment ce que dit Nathalie. IRL, c'est in real life, comme si du coup, Internet n'était pas la vraie vie. En l'occurrence... c'est vraiment, je suis en train de reproduire une scène d'un documentaire de Pirate Bay, mais en gros, on considère donc du coup qu'Internet fait partie de notre vraie vie et donc on ne va pas utiliser le mot IRL, on va utiliser le mot AFK, puisque ça veut dire qu'à un moment on est loin de notre clavier, mais en fait on fait toujours partie de cette bulle-là, quoi. C'est une distinction un peu, comment dire... idéologique. Est-ce que du coup cette mise en danger par rapport à ce que ça peut rapporter, par exemple en termes de visibilité pour certaines communautés, est-ce que on va dire que ça, dans la balance, est-ce que ça fait quand même le poids? L'avantage avec le numérique, c'est que on peut être anonyme. Le pseudonymat et l'anonymat, surtout le pseudonymat d'ailleurs, c'est quelque chose d'hyper important sur Internet pour laisser les gens s'exprimer. Bon, moi, j'ai fait le choix de montrer mon visage, donc à partir de ce moment-là, on pouvait me retrouver. Je suis engagée dans l'associatif, mon nom il est partout. Je veux dire, quelqu'un veut me retrouver, il me retrouve. Mais il y a je pense notamment à des tas de femmes afroféministes, de personnes racisées de manière générale, donc qui subissent le racisme. Qui profitent d'Internet pour s'exprimer sur des blogs, donc derrière des pseudonymes, et qui, effectivement, même si ces personnes sont également confrontées à la violence, il y a une barrière en fait qui est mise, qui n'existerait pas si on était, je sais pas, sur une scène, comme ici par exemple. Mm-hmm. Marine, tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à cette... Oui, je voulais juste rajouter que justement,
Après cette distinction, c'est vrai que les gens profitent d'Internet aussi pour se lâcher vraiment et pour être très très violents. Et l'anonymat et le pseudonymat permet cette violence et qui d'autant plus forte, je pense, en termes de genre aussi. Voilà. Oui, ok. Je pensais pas qu'on allait rentrer si vite dans le topic sécurité, mais allons-y. Du coup, Nathalie, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce que le médium change à la violence sexiste par rapport au monde hors ligne? Quels seraient les éléments qu'on pourrait identifier comme... Je crois c'est vrai qu'il y a la grammaire des interactions numériques, on va dire. Donc, il y a une grammaire des interactions dans le monde réel. Voilà. Il y a des sociologues qui ont parlé de ça, Erving Goffman, etc. On a une grammaire qui fait qu'on entre en interaction avec les autres, avec un certain nombre de règles, etc. Alors, à la fois dans le numérique, on reproduit ces règles, et à la fois, ces règles n'arrivent pas forcément à se mettre en scène ou à performer de manière évidente dans le monde numérique. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une autre grammaire des interactions. Et cette grammaire, pourquoi elle donne lieu à de la violence? J'ai l'impression que c'est parce que justement, il y a peut-être moins de pudeur, en fait. Mm-hmm. Et donc, dans la vie réelle, des communautés minorisées vont effectivement pas forcément se mettre sur place publique pour parler de leur identité, leur communauté, etc. Du coup, elles sont moins exposées, tandis que sur le web, elles sont exposées de manière en fait très plate. Il y a pas, c'est très simple en fait d'aller voir des choses et de pouvoir trouver des gens sur qui on peut déchaîner la violence. Et donc il y a cette facilité par le fait que l'espace numérique est un espace beaucoup plus direct. Mm-hmm. Et donc effectivement, la parole se libère parce que on n'a pas devant nous entre guillemets une vraie personne qui fait que les interactions sont codées par un certain nombre de pudeurs, de règles d'engagement, de règles de déférence. Là, toutes ces règles-là, elles sautent, et elles permettent de libérer cette violence. Mais elles permettent aussi de libérer d'autres choses. Aussi, il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup de gens qui se rencontrent via le web et qui font que... Voilà. Donc ça permet peut-être des choses plus directes dues à cet espace numérique beaucoup plus lisse et beaucoup moins territorialisé que l'espace dans lequel on vit tous. Et donc du coup, on a réagi, on en a parlé un peu cette semaine avec Marine, parce que justement cette question de l'écran, etc., ça crée une distance, et on pourrait se dire que par exemple la réalité virtuelle pourrait être un médium où cette distance n'existerait pas et où les relations pourraient être complètement changées. Et je ne sais pas si vous avez peut-être vu passer cet article cette semaine où en gros une fille explique qu'elle a participé à un jeu de zombies multijoueur en réalité virtuelle et que donc son avatar est celui d'un homme. Le seul moyen pour savoir que le joueur est en fait une joueuse, c'est sa voix. Et donc il a fallu seulement 3 minutes d'immersion dans le jeu pour qu'un autre joueur, un autre avatar, vienne agresser son avatar à elle, donc en se frottant à son avatar, en la poursuivant dans le jeu, etc. Et donc du coup, je pense qu'on peut réagir un peu là-dessus en partant sur le truc de la VR. Oui, il y a plusieurs questions par rapport à ça, parce que par ailleurs l'article était très très mal écrit, un petit peu choquant, et l'auteur expliquait que pour elle c'était un traumatisme parce qu'elle avait déjà vécu une agression sexuelle auparavant et que du coup ça lui avait rappelé son agression sexuelle. Mais jamais à aucun moment il n'a dit qu'il s'agissait d'une agression sexuelle. Et son entourage, par ailleurs, aussi disait qu'il ne s'agissait pas d'une agression sexuelle. Et du coup, ça pose vraiment question, parce que est-ce que l'agression sexuelle, c'est quelque chose qui se fait sur le corps, ou est-ce que le traumatisme psychologique qui est lié à cette agression sexuelle peut aussi être pris en compte? Et il y a vraiment une vraie question par rapport à ça. Il y a même une question juridique aussi, parce que la réalité virtuelle, évidemment, ce qui se passe dans la réalité virtuelle n'existe pas, mais les émotions, elles, sont bien réelles. Et donc, voilà, que fait-on avec ça? S'agit-il d'une agression sexuelle ou pas? Oui, et puis on sait aussi à quel point on peut rapidement se sentir immergé dans un espace en réalité virtuelle ou dans un personnage. Et je pense que c'est plutôt difficile à un moment de faire la distance entre soi et l'avatar. Donc voilà, il y a un espèce de simili-débat donc, qui se crée maintenant sur le web, à savoir est-ce qu'on peut se sentir outré quand son avatar en réalité virtuelle est agressé sexuellement? Est-ce qu'on peut ressentir ça vraiment comme une agression sexuelle? Voilà. Mais le ressentir, oui.
Maintenant, est-ce que c'est considéré comme une agression sexuelle? C'est une question qui est vraiment intéressante, je pense. Du coup, je vais enchaîner sur ce projet-là, qui est un projet que vous avez peut-être vu passer, mais qui reste assez intéressant. Donc, en gros, pour vous expliquer, les deux personnes impliquées ont un casque plus une caméra qui donc filme ce que eux verraient de leurs propres yeux. Le but, c'est d'avoir donc un homme et une femme et de pouvoir à un moment avoir la sensation d'être plongé dans le corps de l'autre. Donc moi j'ai expérimenté ce truc-là. Il y a tout un processus à faire pour que l'illusion fonctionne bien. Donc en fait au début on vous demande de faire des mouvements avec les mains qui sont similaires à l'autre personne. Et en fait ces mouvements-là, la synchronisation de ces mouvements-là fait que au fur et à mesure au niveau du cerveau il y a cette illusion que le corps de l'autre est le nôtre parce que du coup il y a une synchronisation des mouvements. Donc bon, voilà, on va regarder un peu ça. Donc voilà, en gros, à la fin de l'expérience, ce qui arrive, c'est que vous vous retrouvez en fait face à vous-même, ce qui est plutôt perturbant. Toi, tu as travaillé beaucoup en sensibilisation aussi dans les écoles, etc., avec un public qui était donc, pas forcément acquis aux questions, on va dire, de transidentité ou d'homosexualité. Est-ce que tu penses que ce genre d'outil-là pourrait contribuer à faire évoluer les mentalités d'une manière différente des outils dont on dispose aujourd'hui, par exemple? Je sais pas. Je suis assez perplexe face à cette expérience, notamment le fait que ça s'appelle gender swap, parce que c'est pas un swap du genre, puisque le corps peut être totalement dissocié de l'identité de genre, donc qui on est dans sa tête. Donc, je sais pas, je suis perplexe. Okay. Marine, oui, je voulais juste... Pardon, je prends ça.
C'est intéressant, je trouve, parce que même par rapport à l'histoire de l'avatar avant qui se faisait violer, ce que ça révèle, c'est que finalement, notre sexualité, c'est pas une question de génitalité, en fait. C'est pas du tout ça. Si on peut se sentir agressé parce que son avatar est agressé, au fond de soi-même, c'est pas une question de génitalité. Là aussi, il n'est pas question de génitalité, c'est autre chose qui est en jeu, quoi. Et donc là, et si on va plus loin, on se dit, qu'est-ce qui est en jeu dans ce qu'on appelle l'encorporation, donc la manière dont on fait corps avec le numérique. Là, il y a quelque chose qui est à découvrir aussi par rapport à nous-mêmes. Et alors, si on articule ça avec la question de genre, ça prend des formes inédites. Donc, c'est vraiment intéressant. Je te passe la parole. Non, je n'ai pas forcément quelque chose à ajouter sur ce projet. Ok, Marine, merci. Allons-y. Explorons la question de l'altérité, justement. Est-ce qu'on peut se poser la question, aujourd'hui, sur Internet, on évolue de plus en plus dans des bulles qui sont très filtrées. Donc, par exemple, si vous consultez votre fil Facebook, il est probablement... La façon dont vous envisagez l'actualité, par exemple, via votre fil Facebook, est probablement différente de celle de votre voisin, parce que vous suivez des pages différentes, parce que vous avez des amis différents, etc. Ce qui fait que, en fait, au fur et à mesure, vous allez peut-être vous retrouver... confronté avec une apparence d'objectivité, mais qui en fait s'inscrit totalement dans une grille de lecture qui est propre à vous. Et en fait, tout ça, c'est généré aussi par des algorithmes qui, au fur et à mesure de vos choix, vous suggèrent d'autres choix, etc., mais au fur et à mesure, qui s'inscrivent un peu toujours dans la même chose. Et donc, du coup... on a cette idée que sur le web, on peut aller vers de l'expérimentation sociale avec des avatars, avec des pseudos, pouvoir essayer d'expérimenter notre identité d'autre manière. Mais finalement, est-ce que y a pas un enfermement aussi est-ce que l'altérité en fait sur le web est encore possible? Comment est-ce qu'on accède à l'altérité aujourd'hui sur le web? Marine. C'est une vaste question, mais c'est vrai que les algorithmes nous enferment beaucoup, et moi j'ai assez peur de ça parce que la plupart des gens n'est pas au courant de ces algorithmes et du fait qu'ils sont très très enfermants et qu'ils empêchent d'avoir accès à d'autres personnes et à l'altérité notamment. Et je pense que c'est ça qui est le plus perturbant là-dedans, c'est qu'on a cette impression d'objectivité, cette impression d'avoir accès à tout et à tout le monde, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et je sais qu'il y a certains mouvements maintenant qui militent pour parler de ça et pour mettre en avant le fait qu'il y a des algorithmes qui programment ce qu'on voit et ce qu'on fait, et puis former les gens à ce niveau-là, mais aussi les en informer quand ils arrivent sur un site. Et je pense que c'est une question qui est vraiment importante, ouais. Moi, j'ai l'impression que les altérités sont figées sur les profils Facebook. Enfin, et sur le web en général, il y a une partie la manière dont on peut accéder à l'autre est extrêmement figée, justement. Donc c'est vrai que ça enferme, mais en même temps il y a d'autres types d'expériences comme celle que toi tu fais, où tu défiges, justement. J'imagine. Moi, j'ai envie de poser un peu une question un peu inverse. C'est est-ce que l'expérience numérique, est-ce qu'on veut accéder à cette altérité? La question, elle est là également. Effectivement, le côté, c'est super intéressant, le côté algorithme, etc. Comment finalement Facebook, Twitter, qui me voulait, va programmer ce qu'on cherche, etc. Après, peut y avoir aussi le processus inverse, qui est celui dans lequel je m'inscris personnellement. Je cherche pas quelqu'un de différent de moi quand je vais sur Internet. Les gens différents de moi, je les côtoie partout au quotidien, dans mon travail, dans ma famille, etc. Quand je vais sur Internet, je recherche des gens qui sont semblables à moi. Et du coup, c'est la recherche aussi d'une bulle où on est avec des gens qui ont les mêmes pensées, etc. Parce que la vie qu'on côtoie dans le travail, dans la rue, dans sa colocation, peu importe, et c'est justement un espace où on peut se sentir isolé, notamment en tant que minorité, parce que les autres sont différents, les autres nous comprennent pas, les autres pourront peut-être jamais comprendre d'ailleurs, et c'est aussi fatigant de devoir expliquer, etc., de devoir
faire constamment l'éducation autour de soi. Je pense notamment dans le cadre du travail où on peut se prendre des tas de réflexions et on peut avoir... je pense essentiellement sur les questions homosexualité, bisexualité, transidentité, où on est face à des personnes pas sensibilisées à ces questions, et donc il faut expliquer, réexpliquer. Et peut y avoir une recherche de quelqu'un qui est semblable à soi pour avoir des discussions qu'on n'aurait pas autrement. Ouais, c'est une question aussi de rompre un peu l'isolement, en fait. Puis, d'une certaine manière, oui, les algorithmes nous enferment, mais comme tu dis, les algorithmes peuvent aussi nous aider à constituer des safe spaces, donc des endroits où on se sent en sécurité, pour traduire ça comme ça, comme tu dis, où du coup, il ne faudrait pas être tout le temps confronté à des personnes qui ne nous accepteraient pas tels que nous sommes. Mais il y a la question, je pense quand même aussi, pour ces communautés spécifiques dont tu parles, de l'accès. Est-ce que toi, tu as l'impression que le public auquel tu t'adresses est un public large ou un public déjà conquis? Comment est-ce que à la base, je m'adressais à un public qui n'était pas forcément conquis, qui connaissait un peu, et voilà. Sauf que je me suis rendu compte qu'effectivement, les contenus que je créais attiraient essentiellement des personnes qui étaient concernées, qui avaient déjà une sensibilisation à ces questions de genre et de sexualité, etc. Mais qui, du coup, utilisent mes contenus en tant qu'outils, quand eux n'ont pas forcément l'énergie d'expliquer... qu'est-ce que c'est être trans, qu'est-ce que c'est être homosexuel, etc. Asexuel, des tas de choses. Et qui du coup utilisent le contenu plutôt que d'expliquer eux parce que c'est fatigant et parce qu'on n'en a pas toujours envie et que effectivement on a le droit de pas avoir envie d'éduquer toutes les personnes qu'on croise à des sujets qui on pense devraient être enseignés à l'école mais qui le sont pas forcément, malheureusement. Du coup, voilà, je sais pas où je voulais aller, mais comment est-ce qu'on pourrait atteindre un public qui, du coup, serait un public moins éduqué à ces questions-là ou je sais. J'ai pas la réponse, j'ai pas de stratégie. Je sais que quand avec mon association, on allait dans les collèges et dans les lycées. Déjà là, c'est aller sur le terrain en fait. C'est aller en contact directement avec les personnes qu'on veut sensibiliser et les personnes avec qui on veut échanger pour apprendre la tolérance, des choses comme ça. Et avec qui on veut déconstruire des aspects de la société qui sont oppressifs et qui entretiennent des mises à l'écart de certaines personnes, etc. Du coup, là, pour le coup, c'était très large, mais il y a aussi ce contact physique, pas forcément dans le palpable, je veux dire, mais visuel, du moins, qui instaure une proximité et qui fait aussi que le discours passe mieux que sur Internet. Après, je sais pas trop... Bon, je sais pas si vous êtes au courant, en Belgique, donc on a un décret qui est le décret EVRAS, Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, qui est toute une appellation, et qui en gros prévoit que dans les écoles secondaires, il y ait des cours d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Sauf que, en fait, ce décret est extrêmement peu contraignant. Donc, en fait, sur une année de cours, il pourrait y avoir autant une heure de sensibilisation comme un cours hebdomadaire. Et les personnes qui sont en première ligne, donc les personnes qui devraient s'occuper de donner ces cours-là, sont les professeurs eux-mêmes. Et en fait, ça pose problème parce que déjà, le fait que les professeurs côtoient les élèves au quotidien, ça crée une proximité qui n'est pas forcément idéale pour parler de questions intimes, etc. Et surtout, ça fait que ça évacue tout le milieu associatif qui, en fait, est beaucoup plus actif sur ces questions-là, qui aurait sûrement des outils plus adaptés pour répondre à ces questions-là, mais qui, du coup, n'ont pas les moyens et n'ont ni l'accès aux classes ni les budgets. Bref, voilà, ça c'était une parenthèse sur sur la Fédération Wallonie-Bruxelles.
sur ta chaîne, donc tu dis on utilise des vidéos comme des outils, etc. Et c'est super intéressant, c'est super bien fait. Je vais passer une vidéo, mais ça va pas être la tienne. Mais c'est un projet, on va dire que la démarche est un peu similaire. Et après, on discutera un peu vocabulaire. The single most common question I get asked is, are you a boy or are you a girl? The simple answer is no. But then the response after that is usually a very confused, what? So here is the explanation. I am non-binary, and that means I identify as something other than male or female. Our society and history has led us to believe over thousands of years that there are only people who are male and people who are female. But that is because past society has based gender on physical sex. Let me see what it is, nurse. Ah, yes, what a strapping young lad. It's outdated. The truth is that gender is in the brain, and physical sex is a completely separate and different thing that is private to every individual. What people really mean when they're asking the boy or girl question is creepily, so, what genitals do you have? People need to realize it doesn't matter what living meat skeleton you've been born in, it's what you feel that defines you. Non-binary is a blanket term for anyone who identifies out with the binary gender. There are endless ways of being non-binary, and no two people identify in the same way. So just remember, gender is what you feel, not what your parts are. Don't be afraid to be yourself. Bye guys. Du coup, je voudrais poser un peu la question à Nathalie. Donc, je trouve ça super intéressant que des concepts qui auparavant appartenaient vraiment à la sphère académique se retrouvent du coup vulgarisés et portés par des voix assez jeunes. Du coup, j'aimerais bien savoir ce que tu penses de ça et je sais pas ce que je peux dire là-dessus. C'est vrai que c'est étonnant, parce que je ne m'étais pas rendu compte de ça avant qu'on ait eu la petite réunion de préparation, qu'effectivement il y a toute une appropriation de tous ces concepts qui sont effectivement des concepts pas forcément, c'est pas des concepts qu'on peut utiliser de manière quotidienne. Et donc j'étais assez étonnée. Et donc en y réfléchissant, je me dis bon voilà, ce sont en fait des gens qui sont français, qui ont lu des choses, qui ont digéré les choses à leur manière. Et donc ils ont fait un chemin en fait d'éducation permanente tout seul, quoi. Mais de manière générale, je dirais que sur toutes les questions de genre, de féminisme, en Belgique francophone, en tout cas, il n'y a pas encore de master en études de genre, il n'y a pas d'éducation. Donc, visiblement, ce décret existe. Moi, je ne savais pas qu'il existait, mais donc, on n'a pas d'éducation à tout ça. Et donc, ce sont tous des gens très, très courageux qui vont lire toutes des choses très difficiles, probablement, et qui se les réapproprient. Et c'est exceptionnel, en fait. Voilà. Donc, j'attribuerais ça à ce manque. Bon, alors, je fais une parenthèse, mais il va y avoir un master en études de genre en Belgique francophone l'année prochaine. Donc, voilà. On est quand même sauvés. Bon, après la Slovaquie, on était le dernier pays d'Europe à ne pas en avoir un. Tout va bien, mais voilà. Donc, ça explique sans doute aussi ce genre de... Voilà, ça explique le phénomène, j'imagine. Ça comble un manque, en fait. Oui, toi, tu es d'accord avec ça, de dire que c'est des concepts qui ne peuvent pas être utilisés au quotidien? J'ai envie de dire ça dépend. Enfin, faut savoir que tout ce qui est les queer studies, etc., c'est pas sorti de nulle part. C'est pas à un moment forcément des personnes qui se sont mis dans une université à une table pour discuter de ça. Et c'est parti de la rue. Enfin, c'est parti de la vie des gens. Et je trouve ça hyper intéressant et important que après être passé dans le milieu académique, ça revienne dans la sphère plus populaire, etc. C'est pas forcément effectivement des concepts qui sont utilisables au quotidien. Après, je pense non-binaire par exemple. Pour moi, c'est un concept quotidien. Voilà. Après, il y a des tas de sous-genres, de sous-catégories, des tas de vocabulaire. On pourrait faire des cours là-dessus, c'est magnifique. Avec des gens qui créent des nouveaux mots, qui inventent des nouveaux concepts pour décrire des ressentis plus spécifiques, pour essayer de se comprendre et de se comprendre entre eux. Et c'est là en fait où ça devient un petit peu compliqué vis-à-vis de la société de manière générale. C'est à quel moment
à partir de quel moment en fait on met la limite entre ce qui devrait rentrer dans le dictionnaire en fait, tout simplement, comme je veux dire, je sais plus, c'est le Danemark ou je sais plus qui a un pronom neutre maintenant dans son dictionnaire. La Suède. C'est toujours les Suédois. Donc voilà. Et à partir de quand on se dit bon là ça devient du jargon militant et c'est pas forcément nécessaire par exemple de l'enseigner à l'école. Et où est-ce qu'on met cette limite là? Et comme on est au début de cette émulation de cette création de nouveaux mots, il y a des nouveaux mots qui sont créés tous les mois, enfin certains qui disparaissent, d'autres qui reviennent, et enfin voilà, c'est quelque chose de très très mouvant et un peu effervescent. Et qui, en plus, avec Internet et la connexion entre les différents pays, etc., il y a des choses qui s'échangent. Enfin, le vocabulaire, il a des origines étymologiques de partout. Enfin, c'est fascinant. Et on n'en est pas encore au moment où tout est... où on aplatit un peu tout, on essaye de faire un état des lieux. Enfin, c'est beaucoup trop disparate. C'est des petites communautés ça et là... ouais, je sais pas. Oui, c'est juste. Hein, et je pense aussi c'est important quand même que les communautés ne restent pas qu'entre elles, pas dans le sens où elles devraient disparaître, mais dans le sens où c'est intéressant de faire des effets de propagation, parce quand on voit en France toutes les polémiques autour de la théorie du gender, comme le gender étant une espèce de machin essentialisé, truc dangereux, un truc de sorcière, et en fait on se rend compte que tous ceux qui disent que le gender va tuer les familles ne savent pas ce que c'est, n'ont jamais rien lu et ont juste l'impression que c'est quelque chose de dangereux et qu'alors, moi j'avais lu des choses effroyables, voilà, si on laisse le gender à l'école, on va apprendre aux enfants à masturber, et puis après tout le monde va devenir homosexuel, enfin, c'est délire, vraiment de l'ordre du délire total. Mais donc ça montre aussi que là, il y a un vraiment trop grand écart en fait, entre des communautés qui produisent des choses, qui ont une production culturelle, artistique, scientifique extrêmement intéressante, mais qui n'ont pas forcément le souci pour plein de raisons, et qui, je pense, parfois des bonnes raisons de se dire aussi on est bien entre nous, et à quoi ça sert d'aller toujours de se faire taper dessus comme ça, même de manière symbolique. En même temps, il y a une nécessité d'ouvrir les concepts pour qu'on n'en arrive pas en fait à des extrémités comme ça, où il y a des gens qui manifestent contre le gender et on se dit mais c'est complètement hallucinant cette histoire. Enfin voilà. Ouais. C'est parfait, je vais pouvoir rebondir. Ah oui, merde, vas-y. Ajouter un truc là-dessus. Et je pense que là on peut introduire le rôle hyper important des médias, parce que par exemple, ça m'arrive d'avoir des journalistes qui me contactent, ou même des télés, pour me dire est-ce que vous voulez venir parler de bisexualité, notamment souvent, chez nous, à des heures de grande antenne, grande chaîne, etc. Et sauf que j'en ai fait plusieurs, pas forcément des télés, mais je veux dire des articles de journaux avant, et sauf que je me suis rendu compte que mes propos étaient constamment déformés, que le déroulé était déjà fait à l'avance, et que en fait, par exemple, sur la bisexualité, que le journaliste ou le rédac chef ou peu importe avait déjà décidé et établi que la bisexualité était un choix, et que mon propos, on n'allait prendre que les parties qui allaient dans ce sens-là et qui contribuaient à l'idée en fait que quelqu'un ou un groupe de personnes avait la représentation qu'il avait de cette orientation sexuelle. Donc c'est là, à partir de ce moment-là, que ça devient hyper compliqué en tant que militant, en tant que personne souhaitant faire de la vulgarisation et transmettre, faire de l'éducation, etc. À quel moment on accepte que son propos soit déformé, à quel moment on accepte de se mettre en scène et au final de voir... Du coup, c'est une autre bataille. C'est comment parler aux journalistes. C'est tout un programme, quoi. Parce que s'ils ont en tête ce qu'ils veulent nous faire dire, c'est très, très difficile. Et des fois, ça dépend pas forcément même d'eux. C'est au-dessus. C'est les médias, que ce soit la presse, la radio, la télé. Pardon. C'est des petites entreprises, tout ça. Voire même des très grosses. Du coup, c'est... il y a des choses qui sont préconçues, et tout ce qui est présupposé, préjugé et oppression, elles ont lieu également dans ces médias, et du coup, ça se reproduit dans les contenus qui sont créés, et du coup, ça entretient... c'est le serpent qui se mord la queue, quoi, en fait.
Je pense qu'il y a la question de la grille de lecture qui reste super importante, parce que je pense que même inconsciemment, quand un journaliste entend une histoire, il a déjà sa grille de lecture sur le monde, et il va ensuite en fait sélectionner les informations qui lui conviennent, ou qui en tout cas collent à l'histoire qu'il cherche à raconter, quoi. L'idée dans tout ça, c'est qu'après on présente ça comme quelque chose de très objectif, alors qu'en fait c'est totalement subjectif. Mais du coup, ça nous amène justement à cette question: comment est-ce que sur le web on peut proposer une alternative, et comment est-ce qu'on peut soi-même déconstruire sa grille de lecture pour proposer un propos différent. Donc du coup, je propose que, puisque en fait on parle beaucoup de numérique, etc., mais jusqu'à présent on n'a pas parlé de porno. Je pense que c'est quand même... il faut qu'on y aille. Et donc du coup, Marine, tu as beaucoup travaillé aussi sur la question, tu as beaucoup réfléchi à cette question-là, et notamment sur différents médiums, etc. Et donc, parlons par exemple de porno féministe. Qu'est-ce que pourrait être une proposition de porno féministe? Déjà, est-ce que c'est possible? Il y a des films porno féministes qui existent. Il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs réalisatrices, donc oui, ça existe. Et je pense que la question, c'est vraiment une question de désir et de plaisir, et c'est de prendre en compte les spécificités féminines aussi. Et voilà, donc l'idée c'est ça, mais je pense pas qu'il est fondamentalement différent du porno mainstream, mais il prend en compte certains, enfin le désir et le plaisir féminin. Je pense que ça c'est vraiment important, parce que pour l'instant dans la représentation de la sexualité d'une manière générale, dans les médias, au cinéma et dans le porno aussi, on est essentiellement basé sur le plaisir masculin. D'ailleurs, si on regarde un film mainstream, une relation sexuelle, c'est une pénétration, une éjaculation masculine. C'est juste ça, c'est le point de départ, et c'est le point d'arrivée. Et la sexualité est juste uniquement représentée comme ça. Et donc, il est important aussi de pouvoir déconstruire un peu cette représentation de la sexualité. Et je parle dans une relation hétérosexuelle, évidemment. Maintenant, il y a encore d'autres choses à faire pour le reste. Mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais voilà, je ne sais plus où j'en la pénétration. Je pense que on parle de pornographie. Après, là, à nouveau, il n'y a pas une grosse différence, je pense, dans les scénarios entre l'avant et l'après-web. Ce qui a changé, évidemment, avec le web, c'est qu'il y a eu une diffusion et une production massive. Enfin, il y avait ce chiffre qui était, si on prend donc le temps, si on met bout à bout toutes les vidéos qui ont été uploadées sur Pornhub juste en 2015, on arrivait à un temps qui était 2 fois plus long que l'existence de l'Homo sapiens. C'est énorme. Il n'y a pas assez de temps dans l'univers pour regarder tout le porno sur le web. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler. Et en effet, sur le web, on peut trouver des alternatives, on va dire, féministes. On va citer la plus connue, qui est Erika Lust. Je vous ai préparé une petite vidéo parce qu'on est à la veille d'Halloween et que je la trouvais fun. Mais... Et ça aborde un sujet qui est, je pense, extrêmement tabou, qui est celui des règles. Et la question, est-ce que les vampires peuvent sentir quand j'ai mes règles ? Après, à la fin du petit pitch, on a cette image sur laquelle on va rester en ce moment. Donc, Marine, est-ce que du point de vue esthétique, on peut dire quelque chose là-dessus ? Est-ce que du point de vue, justement, qu'est-ce qui est différent vraiment Tu parlais du point de vue de la spectatrice, etc. Quelle est en quoi c'est une expérience différente de regarder un film d'Erika Lust que de regarder Jackie et Michel, par exemple ? La comparaison est assez drôle. Comme je l'ai dit précédemment, la différence, c'est que on
on se met vraiment à la place des femmes et on prend vraiment en compte leurs désirs et leurs plaisirs. Je pense que c'est ça la grosse différence. Et puis il y a aussi des tabous qu'on peut balayer, comme le tabou des règles. C'est assez intéressant aussi de voir que c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout, qui n'existe pas, et dans les médias et dans le cinéma aussi. Et c'était assez intéressant de voir, par exemple, cette photo Instagram cette photo qui a été supprimée d'Instagram d'une fille qui avait ses règles et qui montrait, qui avait une photo où on voyait du sang. Et cette photo a été supprimée d'Instagram parce que le contenu était choquant. Mais ok, et est-ce que, du coup, au niveau, pour retourner de nouveau sur la réalité virtuelle, on sait que des grosses boîtes de production du genre Marc Dorcel investissent énormément dans le porno en réalité virtuelle. Ouais. Que c'est même au point où en fait les pornos sont les réalisations les plus abouties, on va dire, du point de vue technique. Ouais. Pour l'anecdote, il y a eu un festival qui était prévu au Japon de porno en réalité virtuelle, qui a été annulé parce qu'il y avait trop de gens qui se sont présentés, ils pouvaient pas contenir le public. Donc ça pose plein de questions, je pense, et donc du coup appliqué à la réalité virtuelle, qu'est-ce que ça soulève comme nouveau défi, on va dire d'un point de vue plus réalisation ça soulève beaucoup de choses. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le studio Dorcel, c'est plutôt de la vidéo 360 que de la réalité virtuelle. Mais c'est évidemment, à l'heure actuelle, en termes de production de contenu en réalité virtuelle et en vidéo 360, c'est économiquement viable, ça marche très bien, ça génère beaucoup d'argent. Et ce que ça pose comme question en termes techniques et en termes de réalisation, il y a d'abord une question d'écriture, il y a une question de point de vue, parce qu'on peut voir tout en POV, donc avoir le point de vue d'un des personnages. Donc évidemment en termes d'écriture ça change les choses, en termes techniques aussi, parce qu'il faut savoir où placer la caméra, où placer les acteurs autour de la caméra, et comme il n'y a pas de cut, et savoir si on a une position de voyeur ou une position d'acteur. Ces questions-là d'abord sont posées. Ouais. Donc du coup, ça devient intéressant, à nouveau comme dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, de se dire qu'à un moment, on pourrait faire cette expérience en tant que femme ou en tant qu'homme, de faire l'amour avec une autre personne dans le corps d'une personne de l'autre genre. Donc du coup, ça devient des espèces d'expériences inédites comme ça que offre la réalité virtuelle et auxquelles on ne pourrait pas avoir accès vraiment d'une autre manière. J'ai envie de parler de webcam, mais malheureusement, j'aurais voulu avoir quelqu'un une fille ou un garçon qui aurait pratiqué la sexcam pour pouvoir en parler avec nous, parce que je pense qu'il y a un débat aussi qui s'ouvre sur Internet sur ces questions-là. Est-ce que c'est une émancipation pour les femmes dans le sens où elles peuvent gérer plus de paramètres, etc. On connaît la situation des actrices dans l'industrie du porno. Je pense qu'elle n'est pas forcément enviable. Est-ce que justement ce côté un peu plus do-it-yourself peut amener à une plus grande sécurité pour les actrices, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dedans parce que du coup, personne n'est vraiment de terrain pour en parler, ou peut-être quelqu'un a déjà fait de la sexcam ici. Il y a peut-être juste un truc intéressant à ajouter par rapport à ça. Il y a une webcam, une webcameuse, je ne sais pas comment, c'est comme ça qu'on dit. Camgirl. Une camgirl, ouais, voilà, c'est ça. Qui s'appelle Ella Darling et qui fait des webcams du coup en réalité virtuelle et qui explique que en général le rapport entre la camgirl et le consommateur est assez violent et dans le média traditionnel, donc avec un écran, et par contre en réalité virtuelle il est beaucoup moins violent parce que le consommateur est immergé dans la pièce dans laquelle se trouve la camgirl. Il peut regarder toute la chambre si ça se passe dans une chambre par exemple, et comme il est immergé dans l'univers de cette camgirl, il est beaucoup moins violent et beaucoup plus bienveillant avec elle. Ok. Genre de Ikea, un mix entre le château Bête et Ikea. C'est ça. Est-ce que on peut aller maintenant, je pense, vers en ayant commencé à parler de ces questions-là, j'ai envie d'aller vers un truc un peu plus d'anticipation.
Et puisque tu as travaillé aussi beaucoup sur le cyberféminisme, je pense que ça peut être intéressant. Imaginons-nous, est-ce que quelqu'un a des questions jusqu'à présent ou a envie de réagir à quelque chose parce qu'on voulait que ce soit interactif et en fait, je vois pas grand-chose. Qui a des questions? Quelqu'un a fait de la cam ici et a envie de nous en parler? Sex cam? Non? Personne? Ok. Allons-y. Allons vers quelque chose d'un peu plus futuristique. Imaginons, avec le développement des intelligences artificielles, que bientôt on puisse avoir accès à des entités qui nous correspondent vraiment en tout point. Aussi bien du point de vue sentimental, des personnes qui répondraient vraiment à nos attentes, aussi bien dans leurs défauts que dans leurs qualités, et avec le développement, on va dire, de tout un tas d'ustensiles qui accompagnent la réalité virtuelle en porno, qui puissent aussi nous combler complètement sexuellement. Est-ce qu'on pourrait se dire que bientôt, en fait, coucher avec une personne humaine serait une perversion? J'aime bien la manière dont tu as formulé perversion. Mais moi, je dirais qu'en fait, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse se satisfaire d'une relation, qu'elle soit virtuelle ou même réelle, enfin, de toute manière possible, qui corresponde entièrement à nos attentes. En fait, c'est pas possible une relation comme ça. De toute façon, il y a une impossibilité notre appareillage érotique fonctionne pas sur la satisfaction, il fonctionne sur le désir et donc sur le manque, quoi, sur quelque chose qu'on n'a pas encore, qu'on désire, qu'on fantasme. Donc moi, j'ai pas l'impression que même si on rentre dans une démarche où on fabrique quelque chose qui nous convient, je suis pas sûre que ça va convenir en fait. Donc la fabrication du désir, l'agencement, j'y crois pas trop. Alors pourquoi ça deviendrait pas pourquoi pas une perversion? Ça pourrait être drôle effectivement, mais alors du coup, ce serait assez drôle de penser que s'intéresser à ma voisine par exemple relèverait la perversion, quoi. Je veux dire, alors que effectivement, voilà, en fait, là tu imagines en fait une espèce de bouclage, quoi, de retour aux bonnes vieilles valeurs, et finalement le vrai corps serait quand même celui qui serait ouais, moi, je crois pas à l'idée d'une chose ou d'une autre, quoi. Je crois plutôt qu'on superpose un certain nombre d'agencements de désirs comme ça, et au fur et à mesure de notre vie, de ce qu'on est, on expérimente des choses, quoi. Mais je ne sais pas si. Oui, je suis aussi assez perplexe par rapport à cette question, même si elle me fait rire en fait. Et que j'aime bien le côté provocant de cette question-là. Et je suis assez d'accord avec ton analyse sur la question du manque, et que si jamais on a des relations sexuelles qu'avec des robots qui correspondent complètement à nos attentes, je pense qu'on risque de s'ennuyer, en effet. Ouais. Voilà, moi je pense que c'est juste une réflexion qu'on peut se faire sur la manière dont le web est pensé aujourd'hui. Le web est pensé de manière à ce qu'on vive des expériences toujours très agréables, très confortables, où on nous prend vraiment par la main, on nous emmène d'un point à un autre, comme quand on achète, on va dire, un CD sur Amazon. On achète un CD, puis après on nous propose un autre CD qui pourrait probablement nous plaire, puis c'est un CD qui y ressemble un peu, etc. Je pense que à un moment, on doit se poser cette question-là, de se dire, est-ce qu'au final, j'ai pas plutôt envie qu'on me propose un CD dégueulasse, quoi, que je vais détester? Est-ce que finalement, mon intérêt va pas plutôt être ça? Et en fait, quand on pose cette question-là vis-à-vis des relations sexuelles ou relationnelles, ça nous paraît évident qu'en fait, on a besoin d'un peu de frustration, un peu de friction. Mais en fait, nos expériences du web aujourd'hui s'éloignent complètement de ça. Et donc, voilà, j'aimerais laisser cette question un petit peu ouverte, et c'est une manière aussi de vous relancer la balle et de vous amener peut-être à réfléchir à vos prochaines expériences quand vous achetez un pull sur Asos ou un truc ainsi. À propos de, effectivement, comprendre la société dans laquelle on vit, et qui est notamment une société de consommation, une société capitaliste, etc. Et est-ce que si on sortait de cette société-là, est-ce que si, par exemple, j'avais pas besoin de payer mon loyer à la fin du mois, est-ce que j'irais à la recherche de cette altérité, par exemple, dans mon choix de CD, et j'irais acheter n'importe lequel? Est-ce que si j'étais pas obligée d'aller au travail tous les jours et de côtoyer un certain type de personnes, etc., est-ce que j'irais pas plus à côté
vers d'autres espaces qui sont pas forcément ceux que fréquentent mes communautés, etc., pour aller au contact de l'autre, parce que ce serait un choix et que ce serait une volonté personnelle. Est-ce que si j'étais pas contraint dans la société actuelle à avoir un travail, à payer mes factures, etc., et si en fait mon temps n'était pas... au final, mon temps de loisir est limité, mon temps sur Internet, il est limité, mon budget pour acheter des livres et des CD, il est limité, le fait que... mon nombre de soirées est aussi limité pour rencontrer des gens que j'ai rencontrés sur OkCupid, et tout ça fait que forcément, je pense qu'on est plus ou moins conditionné à aller vers quelque chose d'agréable et quelque chose qui nous corresponde, plutôt qu'aller dans une recherche de quelque chose de totalement différent qui va peut-être pas nous plaire, mais peut-être si, en fait on sait pas. J'ai toujours un truc à dire, mais à vous entendre, j'ai l'impression qu'on parle du web comme un moyen de satisfaire notre espèce d'instinct de prédation comme ça sur le monde. Acheter, consommer, acheter ce qui nous plaît, être avec des gens qui nous plaisent. J'ai l'impression que ça... depuis tout à l'heure, finalement, on parle du web comme étant ce monde-là, quoi, qui satisfasse un peu notre besoin de prédation, c'est un peu un grand mot, mais de prédation sur le monde, et aussi de confort sur le monde. Mais il n'y a pas que ça dans le web, j'ai l'impression. C'est aussi pas simplement un bête outil, il y a une série de choses, et on ne fait pas que ça dans le monde non plus. Mais je pense que c'est ce que tu disais aussi, c'est que même notre temps d'exploration sur le web est de plus en plus limité. Et que donc on essaye de le rentabiliser en allant vers des sites où les services sont de plus en plus personnalisés, etc. Parce qu'on a justement en fait perdu le temps on n'a plus le temps pour la quête, quoi. Et pour parler de référencement, parce que je fais des études dans le web et le référencement, etc. Et du coup, et c'est à partir du moment où on se pose la question de comment on a accès à différents contenus sur Internet, se pose la question de l'hégémonie de Google, qui référence les sites Internet, notamment, en fonction de leur pertinence, mais qui peut aussi faire tomber très très bas dans les résultats d'autres sites, et qui choisit quels contenus seront mis en avant et quels contenus ne seront pas derrière des algorithmes soi-disant objectifs qui vont vous proposer un contenu qui corresponde à votre recherche. Et après, il y a aussi des agences de référencement et des gens qui sont chargés de faire remonter des sites, c'est leur travail, etc. Et du coup, il y a AdWords qui va vous proposer aussi des résultats qui sont sponsorisés, qui sont commerciaux, sous la même apparence, plus ou moins que les résultats du référencement naturel. Donc voilà, et il y a une forme de contrôle là-dedans de qu'est-ce qui va ressortir, de quelle manière, et qu'est-ce qu'on va faire tomber dans les résultats, et pourquoi. Il y avait ça se passe aussi avec YouTube, avec qu'est-ce qui va être plus mis en avant, c'est ce qui a le plus de vues. Et qu'est-ce qui a le plus de vues, c'est ce qui est le plus mis en avant. Et qu'est-ce qui peut générer des revenus publicitaires, et il faut pas qu'il y ait des pressions dans le titre ou que ça parle d'une guerre ou d'un conflit, etc. Et du coup, petit à petit, il y a aussi... il y a des volontés commerciales derrière tout ça, et le web est pas... Il n'y a pas de raison que le web échappe au néolibéralisme. Il n'y a aucune raison valable de croire le contraire. On a peut-être l'impression qu'on y est plus libre, mais en fait, comme c'est notre monde aussi, il n'y a aucune raison en fait d'y échapper, malheureusement. Je pense que, allons-y avec la grande phrase, je pense qu'il y a autant de féminisme que de femmes ou de personnes, de manière générale. On a toute notre vision du féminisme en fonction de nos parcours. Après, le web pose évidemment des nouvelles questions, et notamment celle de la sécurité, comme on en a parlé en début de rencontre. Donc, en fait, concrètement, de manière très concrète, par exemple sur le web, quand on est activiste féministe, il y a de fortes chances qu'on soit fiché
par des réseaux masculinistes, parce que ça existe aussi, qui du coup récoltent des données personnelles, qui vont aller voir votre adresse IP, qui vont essayer de vous localiser, qui vont par exemple connaître le nom de vos enfants et ce genre de choses-là, et qui vont les utiliser pour vous menacer quand vous prenez parole à un moment, que ce soit sur votre blog, que ce soit sur Twitter ou ce genre de choses-là. Donc du coup, peut-être qu'être féministe sur le web, c'est apprendre à utiliser des outils pour se protéger, mais ça devrait être... je veux dire, je pense que c'est une priorité pour tout le monde. Je pense que il y a aussi une question de relais. Donc, comme tu l'as dit, pour le moment, on s'adresse surtout à des publics conquis. Mais c'est notre force aussi. Le réseau, en fait, est notre force, je pense. Et le fait de se relayer, de partager des contenus qu'on trouve intéressants, etc., ça permet, comme je le disais au tout début, de vraiment créer des communautés et de faire en sorte qu'on se soutienne, quoi, entre nous. Voilà, en gros, c'est des nouveaux outils, des nouvelles stratégies auxquelles il faut réfléchir. Je pense que c'est ça. Personnellement, mon féminisme à l'heure du numérique, à l'heure de l'internet, c'est un féminisme qui se nourrit les uns des autres et des expériences personnelles de chacun, qui va faire que, sur le net, il y a un semblant d'horizontalité, oserais-je le dire, qui fait qu'effectivement chacun peut partager son vécu, parler de choses auxquelles il a pensé, des trucs comme ça. Et du coup, il y a un échange qui crée une espèce d'effervescence, qui fait qu'il y a beaucoup de choses, des concepts qui sont utilisés, qui se propagent plus ou moins. Et du coup, et on apprend en fait les uns des autres énormément. Quand je suis par exemple sur Twitter des comptes de filles afroféministes, j'apprends énormément en lisant ce qu'elles produisent comme contenu, et moi-même par exemple en m'exprimant sur ma bisexualité sur Twitter, etc. J'imagine aussi qu'il y a des personnes qui sont pas concernées par cet aspect de la sexualité qui apprennent aussi, et donc il y a cette espèce d'échange et une tentative d'essayer plus ou moins de prendre en compte les différents aspects, les différentes oppressions que peuvent subir les personnes pour essayer de se battre un petit peu contre tout en même temps. C'est compliqué, mais je pense que c'est la seule solution, parce que évoluer sur un seul aspect, je sais pas, par exemple, évoluer sur la question de la représentation féminine en oubliant les personnes trans, en fait, c'est reproduire une oppression. En fait, c'est marcher sur des gens pour essayer de s'élever au niveau d'autres personnes. Voilà. Et du coup, concrètement, ça peut pas marcher. Donc, il faudrait s'élever tous ensemble, voilà, dans la joie et la bonne humeur. Je sais pas si c'est possible, mais voilà, ça fait beaucoup de luttes, tout ça, mais... voilà. Ouais, il est loin, celui-là. Oui, je rejoins tout à fait mes deux voisines à ma droite, évidemment. Moi, je suis un peu plus vieille que mes deux voisines, donc j'ai peut-être une autre. Je suis moins, je suis pas une activiste numérique. Voilà, c'est aussi donc ça se recompose autrement. Moi, ce que je voudrais faire une nuance. Je trouve que voilà, la force du féminisme, ça a toujours été de créer des collectifs, pas forcément des communautés, parce que pour ma communauté, il y a toujours un côté où on peut se refermer sur soi-même, et il y a eu des collectifs féministes qui sont refermés sur eux-mêmes. Et l'histoire du féminisme montre à quel point ça a toujours été... il y avait les féministes blanches aux États-Unis, puis il y a eu les black féministes, puis il y a eu d'autres féministes. Et donc, toute une série de féminismes, et comme disait Elisabeth, voilà, c'est pas un féminisme, c'est plusieurs. Et c'est plusieurs qui doivent faire des alliances, en fait. Donc, il ne s'agit pas d'être forcément toujours d'accord, de forcément avoir les mêmes objectifs et faire des choses un peu comme des déclarations gouvernementales, mais c'est créer des collectifs, voir une lutte contre le patriarcat ou l'hétéronormativité. Donc je pense que voilà, c'est ça un peu le féminisme à l'heure du web. Et le web est un formidable outil, en fait, pour pouvoir continuer la lutte. Je peux employer des vieux termes marxistes, mais... Moi, je voudrais juste rajouter 2 points par rapport au féminisme à Internet et aux femmes à Internet. J'ai perdu mon idée. On parle aussi beaucoup de fracture numérique. Il faut noter que les femmes sont beaucoup plus sujettes à cette fracture numérique. Donc, c'est important de pouvoir le noter. Et puis, il y a aussi un autre élément, j'en parle tout le temps, donc ceux qui me connaissent, voilà,
je l'ai déjà dit, mais les contributions sur Wikipédia, il y a des chiffres qui sont assez effrayants parce que il y a plus de 95% des contributions sur Wikipédia, enfin des contributeurs sur Wikipédia qui sont des hommes. Donc ça veut dire que l'histoire qu'on écrit, qu'on réécrit sur Wikipédia, qui devient quand même la source numéro 1 d'information, et bien elle est écrite par les hommes. Et c'est un chiffre qui est très très interpellant. C'est aussi l'histoire des hommes. Et c'est aussi l'histoire des hommes, évidemment, oui. Après, sur la question des sites de rencontres, à quel point les gens qui nous sont proposés ou qu'on rencontre sont différents de nous. Je pense que c'est difficile à évaluer déjà, et pour avoir du coup fait l'expérience, je vous dévoile un peu les dessous d'intimité numérique où je me suis inscrite sur full de sites de rencontres. En passant de Adopte un mec à Tinder, à Badoo et tout ce que vous voulez. Je pense que la manière dont les sites sont conçus conditionne vraiment la rencontre. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Et il y a des marqueurs sociaux qui interviennent là-dedans, qui sont super importants. Donc, pour prendre, on va dire, les exemples les plus... la différence la plus radicale, ça pourrait être entre Adopte un mec et Badoo, justement. Où Adopte un mec, dans son moteur de recherche, prévoit, et dans la manière dont on construit son profil aussi, prévoit toute une série d'indicateurs culturels, les livres qu'on aime, les films qu'on regarde, la musique qu'on écoute, la nourriture qu'on aime manger, ce genre de trucs-là. Ça permet d'avoir une recherche hyper fine. Quand on prend Badoo, les critères de recherche, c'est la position géographique et le genre. Et donc, c'est hyper pragmatique. En gros, je cherche un mec pas loin de chez moi. Il y a là-dedans, ce qui intervient aussi, c'est évidemment le fait que certaines plateformes sont payantes, d'autres ne le sont pas. Adopte un mec, c'est payant. Les gars doivent payer pour pouvoir communiquer avec nous. Sur Badoo, tout est gratuit. Les conversations que j'ai sur Badoo sont radicalement différentes des conversations que j'ai sur Adopte un mec, c'est clair. Et en même temps, je pense que ça pose pas de problème aux personnes qui sont à l'intérieur de ces sites même, parce que c'est des personnes qui se dirigent vers ces plateformes parce qu'elles cherchent les personnes qui sont sur ces plateformes, en gros. Donc voilà, c'est ça que je veux dire un peu là-dedans, c'est que même dans le site qu'on aura choisi, oui, ok, on va rencontrer des personnes qui sont différentes de nous, mais la question, c'est ça, à quel point elles sont différentes de nous, déjà dans la manière dont elles ont choisi. Ouais, je voulais juste ajouter un petit truc. Effectivement, les sites de rencontre, ne serait-ce que par le choix du site de rencontre, on conditionne un peu le type de personne qui va être derrière le site. Mais en fait, c'est le cas aussi à AFK. Parce qu'on rencontre les gens comment ? On les rencontre au travail, donc c'est-à-dire dans un certain milieu socio-professionnel. On les rencontre dans les études, donc c'est-à-dire des gens qui ont fait les mêmes études que nous. On les rencontre dans un bar spécifique qu'on a choisi, qui est localisé dans une zone géographique. Je veux dire, si je vais dans un bar dans le 16e arrondissement de Paris, ou si je vais dans un bar à Noisy-le-Grand, c'est pas la même chose, et c'est conditionné aussi en fonction de ma localisation à moi, de où j'habite, où j'ai les moyens d'habiter. C'est la famille, et donc c'est aussi un certain milieu social. Enfin, bref, et en fait, se dire que ce qui se passe à AFK, on rencontre des gens plus différents, en fait, c'est aussi faussé. Et je pense qu'il faut surtout en avoir conscience, en fait. Avoir conscience que nos rencontres sont conditionnées dans une certaine manière par le milieu dans lequel on vit, là où on travaille, etc. Et que, en fait, c'est un peu la même chose sur les sites internet. Et j'ajouterais un truc aussi. Il y a le numérique et le web et les sites de rencontres aussi permettent aussi à un tas de personnes qui sont, soit parce que trop timides, ou soit qui sont pas en mesure de sortir de chez elles, ou qui ont des contraintes dans la vie qui fait que rencontrer d'autres personnes c'est compliqué. Et ça permet d'accéder effectivement à des rencontres profondes. Enfin, moi, mes amis, il y en a aucun que j'ai rencontré à AFK, quoi. Enfin, je veux dire que j'ai rencontré genre Si, il y a une personne que j'ai rencontrée à la fac, mais on fait des vidéos sur YouTube toutes les deux. Alors, je sais pas si ça compte, mais voilà. Enfin, donc, ouais, je sais pas. Je pense que ça dépend des caractères.
ce que j'avais lu dans une étude dont je me rappelle plus du tout le nom, le titre, etc. Enfin, la personne, c'est un peu, je deviens mauvaise là, de pire en pire, mais vous voyez que les interactions numériques suscitent les interactions réelles en fait. Donc plus on a d'interactions numériques, plus en fait on est appelé à rencontrer les gens qu'on rencontre sur le web. Donc en fait c'est juste une question de continuité. C'est pas une question l'un ou l'autre, c'est vraiment une question. Et bon, donc plus on fait, et c'est marrant ce que tu dis sur le fait que finalement tu rencontres sur le web des gens que tu connais déjà. Donc, voilà. Tu voulais dire un truc? Je voulais juste dire que oui, il y a en effet une surconsommation de relations amoureuses qui sont dues aux applications de rencontres, mais que ça n'empêche pas forcément de pouvoir rencontrer des gens qui sont intéressants, et ça n'empêche pas du tout les rencontres intéressantes. Donc je pense que les deux existent en parallèle et l'un n'empêche pas l'autre. On a soulevé beaucoup de questions. Je pense que ce qui revient beaucoup, c'est cette question de, à la fois, rompre l'isolement, un peu ce paradoxe entre chercher à rompre l'isolement sur le web et en même temps vouloir créer des communautés autour de soi et des communautés dans lesquelles on se sente bien et des communautés dans lesquelles on se sente accepté. Je pense qu'on a soulevé beaucoup de questions un peu plus d'ordre technique, ou comment en tout cas on pourrait réapprendre à manier le web en dehors d'un web qui soit juste quelque chose de service, mais quelque chose où on est plus une position active et on pose vraiment des choix. Voilà, je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose. Allez-y, vas-y. Merci pour ce beau débat, de belles rencontres. Voilà. C'est pour la conclusion. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous.